Grand Prix goes to La Vita Bella Roberto Benigni. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. You talking to me? Talking to me? Who the fuck do you think you're talking to? À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre gueule, ce sera chaque la punaise. Est-ce que c'est bien clair? Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Mélancolia va passer juste devant nous, et ce sera le plus beau spectacle que l'on puisse assister. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. You do not talk about Fight Club. You do not talk about Fight Club. Le cinéma nous appartient, saison 1, épisode 14. Hello, I'm here. Hi, I'm Samantha. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur Radio Campus pour un nouvel épisode du Cinéma nous appartient. Ce soir pour m'accompagner autour de la table, je suis avec Jocelyn, Lucas, Stan et Thibaut. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour ce soir, on va donc vous parler du film Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve, Les Nouveaux Sauvages ou Relatos Salvares de Damian Zifron, un film argentin, The Smell of Us qui annonce le retour du réalisateur Larry Clark et Wild de Jean-Marc Vallée. Mais avant tout, on va passer aux news. And here's making news. I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Buffalo PD's. I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Et on ouvre cette rubrique actu avec les Oscars, puisque les nominations sont tombées il y a quelques jours. En parallèle de cette nomination des Oscars, on a bien sûr eu les Golden Globes, dont le film Boyhood est ressorti un des grands vainqueurs, puisqu'il a eu notamment les 2 prix majeurs, meilleur film dramatique et meilleur réalisateur pour Richard Linklater. Alors je ne sais pas si autour de la table il y en a qui ont vu Boyhood. Est-ce qu'on peut considérer que les prix qui sont remis aux Golden Globes sont des indicateurs pour les Oscars? À noter aussi que les films Birdman et The Grand Budapest Hotel sont ceux qui cumulent le plus de nominations aux Oscars et étaient aussi en compétition dans ces Golden Globes. Donc je ne sais pas s'il y en a qui veulent rebondir sur les nominations aux Oscars et notamment sur le prix de Boyhood aux Golden Globes et ses chances aux Oscars. Qui pour les Oscars? Bah moi j'ai pas vu Boyhood, donc je suis un peu mal placé pour en parler. Mais j'aimerais quand même faire remarquer que, enfin, en tout cas, pour moi, il me semble que la cérémonie des Oscars qui approche est assez décevante parce que dans les films nominés, il y en a très peu au final que j'ai apprécié cette année ou qui m'ont marqué. Donc, alors, je sais pas si le cinéma américain cette année a été un peu en deçà de ce qu'il fait d'habitude ou peut-être c'est juste mon ressenti, je sais pas ce que vous en avez pensé. Il y a 2 films majeurs qui sont pas encore sortis. Oui. Là, il y a Foxcatcher qui sort aujourd'hui et dont on parlera la semaine prochaine. Et il y a aussi, moi, le très attendu Birdman dont la bande-annonce m'a agréablement surpris et m'a passionné même avant que le film sorte. Donc, j'attends surtout ces 2 films avec impatience. Thibaut sur. Moi, je trouve aussi que c'est assez décevant la sélection, les nominations de cette année. Et même dans les prix techniques. Quand on voit qu'il y a des films, il suffit de regarder les films, il n'y a que des Marvel, quoi, encore une fois. Voilà, ça montre que c'est décevant. Encore le cinéma américain, Captain America aux Oscars, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Et puis bon, moi je me souviens des grandes années où l'année des Infiltrés, l'année des Scorsese où il y avait du monde. Là, franchement, il n'y aura pas beaucoup de monde. Ouais, l'année est assez décevante. Il y en a un qui m'a fait très mal, c'est meilleur maquillage pour les Gardiens de la Galaxie, quoi. Parce que, oui. Celui-là, il m'a fait très très mal quand on voit les méchants des Gardiens de la Galaxie. Ils ont des tronches de méchants de Power Rangers. Ça m'a fait un peu de mal pour les maquilleurs qui étaient sur le projet. Jocelyn, peut-être sur les Oscars. Et Boyhood, tu l'as vu? J'ai pas vu Boyhood, mais je pense que je suis d'accord avec toi, c'est assez décevant. Enfin, je dirais que c'est attendu parce que c'est un film qui attire les prix et les nominations de ce genre parce que bon, il y a un concept derrière. Pour ceux qui l'ont pas vu, voilà, ils ont filmé un gosse pendant 12 ans. Et donc, je pense que c'est pas surprenant finalement qu'il soit
s'il reçoit quelque chose aux Oscars, je serais pas surpris, quoi. Il y a Patricia Arquette aussi qui a reçu un Golden Globes pour son interprétation et qui est dans les nominés pour les Oscars. Moi je suis content pour The Grand Budapest Hotel, qui est plusieurs fois. Ça, je trouve ça bien. Ouais, c'est un film qui est bien ressorti cette année, et c'est bien qu'il soit dedans. C'est vrai que c'est un film créatif, au moins s'il est récompensé, on récompensera la créativité. Il me semble que Wes Anderson n'a pas encore reçu d'Oscar pour meilleur réalisateur. Ça serait une chance pour lui de le gagner cette année, et ce serait peut-être pas immérité, même si on n'a pas vu Birdman ou même Selma, le film sur Martin Luther King. Donc je savais même pas qu'il allait sortir. J'ai appris ça lors de Ouais, mais ça c'est la mode aussi, c'est un biopic, c'est ça. Ouais. C'est très à la mode, très américain de vouloir faire un biopic au moment des Oscars. Comme ça te permet de gagner l'Oscar du y a deux meilleur biopics, acteur, il y a celui sur du meilleure actrice, et c'est assez insupportable d'ailleurs. Mais bon, voilà. Il y a celui sur Stephen Hawking aussi qui sort la semaine prochaine, qui est aussi nominé. Voilà. J'ai l'impression que les biopics, c'est quelque chose qui revient assez souvent au niveau des Oscars. Ah non, mais de toute façon, en février, t'as 50 000 biopics. C'est celui qui joue le mieux qui a en général l'Oscar. Bon, après, voilà, pense que The Grand Budapest Hotel l'aura pas, parce que, bon, comme tu disais, les Golden Globes en général annoncent les prix des Oscars, quoi. Donc. Ok, donc voilà pour ces Oscars. Deuxième nouvelle, alors ça je pense qu'on va y passer très rapidement, on va simplement dire bonne, mauvaise idée, ou je sais pas, bonne ou mauvaise nouvelle. C'est les frères Cohen qui présideront le jury du prochain festival de Cannes. Alors moi j'ai l'impression que de toute façon ça veut pas dire grand chose maintenant, être président du jury à Cannes ces derniers temps. Donc est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle que ce soit ces deux réalisateurs? réalisateurs? Ça veut pas dire grand-chose. J'ai l'impression que dans le choix des films qui sont récompensés ces derniers temps, ça a moins d'influence qu'il y a quelques années, que le président soit tel ou tel réalisateur ou telle personnalité. Ils sont quand même influents, sans compter que là ils sont deux. Donc, c'est une première. C'est une première, c'est intéressant ça. Ouais. Que ce soit qu'il y ait deux présidents. Mais bon, en tout cas, ils sont extrêmement légitimes pour présider le jury, ça y a pas de souci. Et maintenant, moi j'aime bien les films des Cohen, donc c'est pas un souci. Il y a eu la Palme d'Or avec Barton Fink en 91. Ouais, c'est des habitués du festival, quoi. Ils sont nominés en sélection officielle chaque année, chaque fois qu'ils font un film. C'est un peu ça. Non, mais de toute façon, je pense qu'on est tous contents que ce soit eux qui soient présidents du jury cette année. Bon, voilà, le festival de Cannes a connu bien pire en tant que président. Je me demande d'ailleurs, ça donnera pas une sorte de choix un peu plus loufoque, un peu plus, je sais pas, peut-être que ce soit les frères Cohen, un peu moins sobre. Ouais, une petite surprise. Un film qui dure moins de 3 heures peut-être. Et où on rigole. Ouais, peut-être. Troisième news, là, alors un peu plus consistante, c'est Christian Bale, Brad Pitt et Ryan Gosling qui vont jouer dans le même film, The Big Short, un film adapté du livre très sérieux du même auteur qui a fait Le Stratège, le film de Bennett Miller qui est sorti il y a maintenant quelques années et qui évoquera la spéculation qui a touché le monde de l'immobilier ces dernières années. Le réalisateur c'est Adam McKay, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Adam McKay, c'est celui qui a réalisé Very Bad Cops ou bien Anchorman, et donc c'est un réalisateur qu'on connaît plus pour ses comédies un peu délirantes, et là ça a l'air d'être un film assez sérieux sur le monde des affaires, un peu dans le style Company Man, ou je sais pas, dans cette veine là. Choix assez surprenant, choix aussi assez surprenant de prendre 3 grosses têtes d'affiche comme ça. Bon, ça sent aussi le film avec une tête d'affiche qui veut amener du public. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre Christian Bale, Brad Pitt et Ryan Gosling, je sais pas ce que vous en pensez. Le sujet aussi est surprenant, quoi. Je te le disais tout à l'heure avant l'émission, Christian Bale et Brad Pitt, moi c'est des acteurs que j'adore, qui n'ont pas du tout la même façon de jouer que Ryan Gosling. Ryan Gosling, c'est vraiment le mec qui a pas du tout d'expression. Alors pourquoi pas encore un personnage comme ça pour lui, quoi. Bon, je sais pas, j'ai pas lu le livre, j'attends de voir. Au moins il y aura Christian Bale pour nous éblouir. Et si c'était le rôle qu'il révélait, Ryan Gosling, qui montrait qu'il, tu sais que d'après certaines personnes, il a été révélé dans un film qui s'appelle Drive. Oui, alors ce fameux film où tu dis qu'il n'a aucune expression, puisque c'est le but du film. Est-ce que là, il sera révélé par son expression, justement? Non, mais moi, si tu veux, effectivement, il a été révélé dans Drive, et c'est peut-être le but du film, mais si tu veux, ce qui m'embête, c'est qu'il joue tout le temps comme ça. Donc, en fait, j'aimerais le voir autrement. Mais pourquoi pas? Écoute, je vais continuer à regarder les films de Ryan Gosling, avec Ryan Gosling, et en espérant un jour qui va faire un sourire. Jocelyn, sur la news. Non, ça me fait un peu, quand je vois les 3 noms, ça me fait un peu matraquage, quoi. J'ai l'impression qu'on veut me donner 3 bonnes raisons d'aller voir le film,
Et l'histoire, finalement, on en parle assez peu, là, tu Mm. vois. On se demande pas si le scénario va nous plaire ou quoi. On se dit. Moi, ça me rappelle un peu ce qu'on avait eu avec Cartel de Ridley Scott il y a 2 Oh ans, mon là, Dieu. où il y avait eu ces têtes d'affiche Ouais. placardées comme ça, et puis au final, le reste était assez faible, quoi. Donc, ça me Après- rappelle un peu ça. Après, du coup, la réalisation, Adam McKay, c'est un mec qui fait effectivement des comédies, mais c'est vrai que les films qu'il fait, qui sont avec Will Ferrell, qui sont assez drôles, sont aussi quand même assez axés action, et Mhm. peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont pris, quoi. Donc, bon, à voir. Après, je sais pas trop. Ça me paraît un peu étonnant de prendre ce gars-là pour faire ce film. Stan. Ben, apparemment, on va être déçu si on va voir ce film, puisqu'il mise sur le casting simplement, alors que tout le reste a l'air d'être laissé à désirer. Là, le scénario est peut-être pas encore tout à fait établi. Ouais, on peut peut-être pas aussi- encore juger. Il y a des films avec des stars qui sont très très bien. On parlait des Coen, par exemple. On prend Burn After Reading, c'est un film qui est génial, avec des grosses têtes d'affiche. Donc on peut pas juger. En fait, il faut voir le film. Là, tu parles de grands cinéastes. Bien sûr qu'après, il faut voir le film toujours. Ouais, bah voilà. Mais on sait jamais. Peut-être que le réalisateur va se révéler aussi là-dedans. Tu es très optimiste. Il faut. Donc voilà pour The Big Short, donc, qui sortira, je crois, courant de 2016, c'est annoncé. Et enfin, dernière news, on n'aura pas de chronique série encore cette semaine, mais on va tout de même parler série, puisque la plateforme Amazon Studio, une toute nouvelle plateforme qui vient d'être créée par donc, le groupe Amazon, annonce la commande d'une saison complète d'une série signée Woody Allen. Et donc le réalisateur américain devrait se lancer dans l'écriture et la réalisation de tous les épisodes de ce show, qui sortirait aussi, lui, en 2016. Donc voilà, Woody Allen qui passe à la série, bonne ou mauvaise nouvelle. Moi je suis assez curieux quand même de voir Woody Allen. Bah, moi je suis assez curieux, et surtout j'espère que ça lui apportera un peu d'originalité par rapport à ses dernières réalisations qui, je trouvais, manquaient. Enfin, c'était le Woody Allen de l'année, quoi. À chaque fois, dans une nouvelle capitale européenne, à chaque fois, j'avais un peu l'impression que ça faisait ça. Donc, du coup, oui, je suis assez curieux, mais bon, un peu méfiant, dans le sens où j'ai pas envie qu'il fasse quelque chose de très classique comme il a fait ces derniers temps, quoi. Ça serait, pourquoi pas une sorte de How I Met Your Mother, mais version Manhattan, très portée sur Freud et je sais pas. Personne sur Woody Allen. Même, bon, c'est un peu un effet d'annonce, encore une fois. On verra ce qui en sortira. Après, le truc, c'est que c'est un mec qui est quand même assez porté vers des formats courts. Dans ses films, ça dépasse jamais les 1h40. Enfin, oui. Puis il a toujours, même on l'a vu ces derniers temps avec, comment ça s'appelle, Tour en With Love. C'est aussi un réalisateur qui aime bien les films à sketch. Et donc, je pense que c'est pas un problème, le format de la série. C'est pour ça que... Ouais, ça pourrait être assez efficace, c'est bien. Mais bon. Il a une certaine efficacité, Woody Allen. Moi, j'ai lu une interview où il disait qu'il était un peu paumé, qu'il savait même pas pourquoi il avait signé ça. C'est assez intéressant. Ça reste toujours le même personnage au final. Woody Allen, il sait pas dans quoi il s'embarque, mais bon, en général, c'est de qualité. Donc moi, je suis curieux. Après tout, tous les grands réalisateurs passent à la série, pourquoi pas lui. Puis ça laissera peut-être aussi place à un casting assez joli pour une série. Ce qui est intéressant, peut-être, on peut en parler, c'est par rapport à... Donc c'est lancé par Amazon, cette série. Ils ont lancé une plateforme en ligne où on peut visionner des pilotes de séries et choisir ceux qu'on a aimés, et donc voter finalement pour plébisciter ou pas une série qui est en production, enfin qui pourrait être produite. Et je pense que ça rentrera peut-être dans ce cadre-là, je sais pas. Et là, c'est déjà en ligne maintenant, vous pouvez aller voir. Il y a donc un site Amazon où vous pouvez voir des pilotes de plein de séries, et il y en a une qui m'avait l'air intéressante, où en fait c'est une série basée sur un livre de Philippe K. Dick, qui était sur un monde après la guerre de 45, mais où les nazis auraient gagné, en fait. Et c'est une des séries les plus plébiscitées du moment, justement, sur ce site-là. Donc je voulais juste parler de ça parce que ça me paraissait intéressant. Et après, je sais pas si t'en sais plus à propos d'Amazon Studio, mais est-ce que ce serait une sorte de plateforme qui se rapprocherait un peu de ce que propose Netflix ces derniers temps, ou c'est un truc Netflix, c'est juste une production, mais sauf que c'est tourné vers Internet, quoi. Alors que là, ils demandent plus l'aval des spectateurs, en fait, quoi. Donc ils ont un système un peu différent qui se rapproche des plateformes de financement participatif, un peu à la Kickstarter et compagnie. Ouais, et ce sera pas uniquement des visionnages en ligne, quoi. Ça sera... Non, ça sera... Donc ils pourraient revendre le projet à des chaînes américaines par la suite. Et je te dirai quand je serai embauché là-bas. D'accord.
Bon, bah voilà, donc Woody Allen qui se lance dans la série et on pourra assister à ça dès 2016. Donc voilà pour cette partie actu. On va tout de suite faire une petite pause musicale avant de passer au débat et on va revenir avec donc des souvenirs, le film de Jean-Paul Rouve dont on va écouter justement un morceau créé exprès pour la bande originale, reprise de Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours par Julien Doré. Voilà, c'était Que reste-t-il de nos amours repris par Julien Doré pour les souvenirs, et donc on va commencer avec les souvenirs pour la partie débat. I like the way you die, boy. Rambo, he is a Freeman. If I don't shake your hand, what kind of die? I count 2 guns, nigga. Alors, les souvenirs, film de Jean-Paul Rouve, qui en est à sa 3e réalisation, il me semble. Donc, pour résumer un petit peu le synopsis, c'est la grand-mère d'une famille qui perd donc son mari. Donc, la grand-mère est interprétée par Annie Cordy, et elle ne peut donc plus vivre seule dans son appartement. Du coup, son fils, interprété par Michel Blanc, l'envoie en maison de retraite, sauf que la maison de retraite ne lui convient pas. Elle n'arrive pas à s'adapter à ce nouveau mode de vie, et donc elle fugue de sa maison de retraite, et sa famille part à sa recherche. L'histoire est essentiellement centrée sur le petit-fils, interprété par Mathieu Spinozzi, il me semble que c'est son nom, le jeune acteur donc, et il y a aussi Chantal Lobby qui joue la mère, et William Legbill qui joue le meilleur ami de Mathieu Spinozzi donc dans ce film. Voilà, donc film de Jean-Paul Rouve, donc qu'on a eu la chance de voir, enfin la chance ou non de voir en avant-première, et ensuite de poser quelques questions à Jean-Paul Rouve. Donc Thibaut, je sais pas si tu peux nous parler un peu déjà du film, et puis de l'échange aussi qu'on a pu avoir avec Jean-Paul Rouve sur ce qu'il disait du film. Bah écoute, pour le film, moi j'ai bien aimé. J'ai pas adoré, mais j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un film français léger, on se laisse porter par l'histoire, les acteurs jouent plutôt bien, parfois un petit peu, enfin il y a parfois quelques clichés, parce que je sais que tu vas y venir, Mathieu, sur les clichés, tu vas y venir et y revenir, mais il y en a quelques-uns, mais pas énormément. Je trouve que c'est un film léger avec voilà, c'est vrai qu'on a eu la chance de voir Jean-Paul Rouve, et il nous a expliqué qu'il y avait quelques clins d'œil à Truffaut, notamment la musique qu'on vient de vous passer, qui est Que reste-t-il de nos amours, qui est dans le générique de Baiser volé de François Truffaut. Et donc voilà, forcément je pouvais que apprécier ces petits clins d'œil de cinéphile. Et donc voilà, en plus je trouve Jean-Paul Rouve assez sympa pour parler de ce film-là. En plus il nous a pas mal expliqué un film qui paraît à première vue, je trouve sans ambition, mais au final qui malgré tout a quelques petits secrets cachés à l'intérieur de ce film-là, et j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que c'était un film sympa, ouais. En tout cas, on peut dire que c'est un film extrêmement personnel de la part de Jean-Paul Rouve. C'est peut-être oui, ça même aussi s'il adapte un roman quand même. Ouais. Je crois qu'il a écrit le scénario avec David Fuenquinos, l'écrivain. Oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant aussi. Et bon, donc il a dû se reconnaître dans un livre comme nous tous, on peut se reconnaître dans un bouquin. Et donc il a voulu l'adapter. Après, il nous a expliqué que bon, voilà, il y avait certains thèmes qu'il voulait aborder. Et par la suite, il nous a parlé de la Seconde Guerre mondiale, qu'il voulait notamment s'intéresser à ça. Mais bon, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui s'intéresse à des sujets personnels. S'il veut s'intéresser après à la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que peut-être que sa famille a connu quelques problèmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, voilà, là, avec ce livre-là, on connaît pas sa vie au final, mais il y a sûrement des sujets qui le touchent et qui peuvent toucher aussi les spectateurs du film. Moi, ce que j'ai apprécié avant de dire ce que je n'ai pas aimé, essentiellement, ce qui fait peut-être le charme de ce film et qui peut toucher certaines personnes, c'est justement d'avoir abordé, même si c'est vrai que c'est plus tourné entre la jeunesse et la vieillesse, c'est vrai qu'il prend les différents moments de la vie, et chacun sont soit en construction, soit en reconstruction, et justement soit pour la grand-mère se replonge dans les souvenirs pour essayer de continuer le peu de vie, on va dire, qui lui reste. Mais
c'est vrai que à ce niveau-là, le fait d'avoir abordé ces trois périodes charnières un peu, la fin de l'adolescence et l'arrivée dans la vie adulte, l'homme qui part à la retraite et donc il y a des complications avec sa femme puisque ça arrive aussi à un tournant où le mariage est plus compliqué et puis la vieillesse, c'est peut-être ce qui fait le charme de ce film. Même si ça ne suffit pas, avant de dire les points qui m'ont dérangé, on va peut-être écouter Jocelyn. Moi je suis d'accord avec toi, c'est pas un film excellent, mais j'ai quand même bien aimé. C'est un film sympa en fait, quoi. Dans l'ensemble, ça se regarde parce que bon, les personnages sont attachants, peut-être parce qu'on les connaît aussi, hein, c'est beaucoup d'acteurs connus, à part le jeune, concrètement c'est des gens qu'on côtoie depuis des années, donc que ce soit Michel Blanc ou Chantal Lobby ou d'autres, voilà, on a un certain plaisir à les voir à l'écran. Après, c'est un film sympa, on rigole un peu de temps en temps, mais ça reste quand même, je trouve, assez plombant, un peu triste parfois quand même. Donc faut pas y aller non plus en s'attendant à avoir une comédie, parce que c'est pas le premier but de ce film. C'est un peu une ambiance à la Adieu Berthe, pour ceux qui l'ont vu il y a 2 ans. C'était un film de Podalides, je crois, enfin en tout cas avec Podalides, et qui était sympa et qui tournait un peu autour de ce délire-là du changement qui peut se passer après l'enterrement de quelqu'un dans une famille, etc. Avec, là aussi, il y avait la maison de retraite et tout ça. Donc voilà, globalement, un film sympa. Après, j'étais un peu déçu par je dirais la réalisation. J'avais jamais vu de film de Jean-Paul Rouve. Et rien de spectaculaire, quoi. Si on peut résumer un peu le genre du film, ce serait comédie dramatique. Le seul problème, c'est que je le trouve pas assez drôle pour être une comédie et pas assez dramatique pour être un drame. Donc dans les deux cas, il y a quelque chose qui colle pas, en tout cas de mon côté. Il y a un côté un peu réaliste, quoi, quelque part, tu vois. C'est-à-dire, on dirait qu'on nous filme un truc, il n'y a pas de... il filme la vie, quoi. Mais le problème, c'est que est-ce que ça suffit pour faire un film ? C'est pas plutôt une comédie romantique, au final ? Parce qu'il y a quand même, c'est peut-être les histoires d'amour au final, le sujet du film. Parlons-en de l'histoire d'amour. Non, mais il n'y a pas que des histoires. Enfin, il n'y a pas qu'une histoire d'amour dans l'intérieur du film. Il y a l'histoire d'amour entre les parents, et l'histoire d'amour entre le jeune et donc cette institutrice. Il y a l'histoire d'amour à l'intérieur d'une famille, parce que l'amour, c'est pas forcément que l'amour entre deux personnes, c'est aussi l'amour entre une famille, l'amitié, tout ça. C'est un film finalement sur l'amour, donc ça peut être considéré comme une comédie romantique. Je sais pas, moi en tout cas, j'avais pas vu des déclarations d'amour, que ce soit pour les parents ou le jeune homme, aussi cliché que depuis la série Friends, je crois. Ouais, mais l'amour est cliché de toute façon. Donc c'est difficile. Il y a des histoires d'amour qui sont clichés mais extrêmement bien mises en scène ou filmées. Moi je repense à la fin de Manhattan, notamment de Woody Allen, on en parlait. C'est hyper cliché dans l'absolu, mais c'est difficile de comparer Jean-Paul Rouve à Woody Allen. Mais voilà, c'est ça aussi le problème, c'est que on a affaire. Moi c'est pour ça que on en avait discuté. Moi je considère que ce film tient plus ou serait plus aurait plus convenu à un téléfilm qu'un véritable film de cinéma, parce que ça reste sympathique pour une chaîne comme TF1 France 2 de diffuser ça un mardi soir. Le problème c'est que là voilà, Jean-Paul Rouve c'est assez touchant de vouloir se livrer comme ça devant la caméra, sauf que ça suffit pas de faire 2-3 flairs, jouer un petit peu avec la focale pour faire un film. C'est ça le problème, c'est que ça reste assez simple dans la réalisation. Moi j'ai été consterné, alors je sais pas si c'est une révélation qui arrivait comme ça ou si vraiment lui, à force de pas faire de film, j'ai l'impression que Michel Blanc était totalement à côté de son rôle. J'ai trouvé faux, mais alors d'une force incroyable. J'ai pas cru un seul instant à cette espèce de retraité névrosé qui a du mal enfin qui pète des plombs pour rien parce que son métier à la poste lui manque. Oui, il y a des gens comme ça. Mais je veux bien le croire, mais en tout cas c'est pas Michel Blanc ces gens-là, parce que j'y ai pas cru vraiment un seul instant. Et voilà, bon après l'histoire d'amour du jeune homme, voilà. Moi j'ai bien aimé la performance d'Annie Cordy par contre. Ah oui. Je trouve assez touchante aussi. Bonne surprise au final. Ouais. Mais au final on la voit pas tant que ça. Annie Cordy. Ça va quand même. Ah ouais. Moi j'ai trouvé que pour un personnage central, enfin moi ça me. Mais en même temps elle disparaît quand même dans le film. Donc. Oui, mais voilà, mais c'est ça en fait. Le fait qu'elle disparaisse, moi je m'attendais à plus de, enfin
de présence dans le film en fait tout simplement. Mais moi, d'un côté c'est difficile aussi quand tu dois adapter un roman, alors d'ajouter un côté personnel. Moi j'ai commencé à lire le livre, j'ai lu une centaine de pages, c'est assez fidèle, le début en tout cas. Et c'est difficile d'apporter un côté personnel, et puis surtout dans un roman comme ça, parce que tu disais ouais il joue un peu avec la focale et tout, mais bon d'un côté le roman est hyper simple, l'histoire est hyper simple, c'est pas la peine d'en faire des mouvements de caméra hyper compliqués, enfin c'est pas des mouvements de caméra de Dario Argento, t'en as pas besoin là, t'as besoin plutôt de plans fixes, et au final moi je trouve que la réalisation est cohérente avec l'histoire. La seule séquence intéressante et qui sort un peu de l'ordinaire, c'est justement quand dans le film on entend la chanson de Julien Doré et qu'il y a cette espèce de panoramique, je sais pas comment appeler ça, sur Etretat, qui donc il y a la force du décor certes, et puis là à la limite il y a peut-être cet effet un peu carte postale qui rend le truc assez sympathique, mais c'est une des rares séquences qui sort du lot quoi. Oui, mais parce que encore une fois t'as une œuvre et que bon justement il a mis cette séquence là pour rajouter un côté peut-être personnel, parce qu'il devait aimer la chanson dans le film de Truffaut, parce qu'il devait aimer les décors, donc voilà il s'est dit je vais faire ça, je vais le rajouter, c'est sûrement pas dans le bouquin, je vais le mettre. Bon après il pouvait pas le mettre tout le temps non plus. Moi voilà, pour moi c'est pas, ça m'a pas gêné vraiment la réalisation. Quelque chose qui était pas dans le bouquin et qui moi aussi m'a un peu déçu, c'est le rôle de William Lake Beale, justement le meilleur ami du jeune homme dont la grand-mère disparaît. J'ai trouvé que, alors moi je me suis fait un peu houspiller à la conférence de presse quand j'ai posé la question. T'as eu raison de poser cette question. Parce que j'ai eu l'impression que c'était un peu du foutage de gueule quoi. Ils ont dit on va rajouter ce rôle pour donner un peu un côté fun au film et puis même aux personnages secondaires. Et puis éventuellement aussi pour dire que le personnage principal qui joue le jeune fréquente des gens de son âge, parce que sinon il fréquente personne du tout. Il fréquente que sa grand-mère et son père. Mais du coup le rôle joué par donc William Lake Beale, donc pour ceux qui ne savent pas qui est William Lake Beale, c'est comment il s'appelle, le personnage de Soda dans Soda, la série Slim, voilà. Slim dans Soda. Et alors pour se défendre, William Lake Beale disait que le personnage dans Soda était simplement bête et complètement abruti, que là il était plus naïf. Alors moi j'ai pas vu de grande différence entre les deux rôles quoi. Là-dessus on est d'accord, et d'ailleurs Jean-Paul Rouve a dû raconter ce qu'il voulait à son acteur, mais s'il l'a choisi c'était juste pour reprendre exactement le profil qu'il avait dans Soda, et parce que c'était un profil qui devait lui plaire par rapport à son adaptation cinématographique, et du coup je pense que le but de Rouve c'était aussi peut-être comme là de faire une sorte de film trigénérationnel, d'avoir un public trigénérationnel, et je pense que le fait d'amener un acteur comme ça c'était aussi peut-être pour amener un public plus jeune, parce que ça aurait été un film qui aurait été oui c'est clair, du coup il a dû raconter ce qu'il voulait à son acteur et il nous a raconté ce qu'il voulait, mais au final à mon avis il voulait juste qu'il reproduise ce qu'il faisait dans Soda. Donc voilà, donc pour les souvenirs, Jocelyn en un mot, tu conseilles ou pas? C'est-à-dire en ce moment il n'y a pas grand chose à voir, donc cette semaine si, mais on aura le temps d'en rediscuter la semaine prochaine. Mais non, quitte à aller voir un film, je vous conseillerais plutôt d'aller voir Wild, on va en parler après, mais voilà. Mais par contre j'ai été assez surpris parce que pour une séance je suis allé cet après-midi voir Les Souvenirs à 15h, je m'attendais à avoir une salle vide, et puis en réalité c'était plein, donc ça a l'air quand même d'attirer du monde quoi. Et uniquement des quinquagénaires ou... J'ai pas compté les... Thibaut sur Les Souvenirs. Moi je le conseille, je trouve que c'est un film léger et sympa. Et pour ma part, je trouve que c'est un film cliché, que les personnages sonnent creux et que la réalisation de Jean-Paul Rouve suffit pas à faire un film, et que le format télévisuel aurait été bien suffisant. Voilà pour Les Souvenirs. Et on va tout de suite écouter un court extrait de la bande-annonce des Nouveaux Sauvages, Relatos Salvares, et on revient juste après. No te puedo creer. Fílmame esto, Néstor. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia?
Voilà, petit extrait de la bande-annonce des Nouveaux Sauvages pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Alors, Les Nouveaux Sauvages, qu'est-ce que c'est ? C'est un film argentin, un film à sketch, c'est-à-dire que c'est une compilation de 6 courts-métrages qui est censé révéler l'animalité dans laquelle notre société est tombée. Film qui était présenté en compétition à Cannes, qui n'est reparti avec absolument rien, mais qui avait été considéré un peu... Il y a toujours un film un peu choc, un peu... apprécié du public pour son côté loufoque et tout. Et il était à Cannes, le film ? Ouais, compétition officielle en plus. Donc c'est sélection officielle. C'est pas ce qu'il fout là. Hein. Ouais. Bon. Et du coup, voilà, donc c'était un film quand même assez attendu, puisqu'il avait fait écho sur La Croisette. Nous sommes allés le voir et... Qui veut commencer sur Les Nouveaux Sauvages ? Lucas, Stan, un des deux qui a pas parlé. Je veux bien commencer. Allez, Lucas. C'est chaud, quoi. Oui, alors... comment dire ? C'est un film que j'ai trouvé extrêmement anxiogène et qui monte dans le vulgaire et dans l'horrible de manière crescendo. Donc on a 6 courts-métrages ou 6 sketchs, en fait, qui se suivent. Et qui veulent nous montrer donc notre rapport, comment notre société s'est déplacée dans la bestialité ou je ne sais pas trop quoi. Et je pense qu'en fait le film se trompe complètement dans son propos, c'est-à-dire qu'au lieu de nous montrer notre côté bestial, il nous montre notre côté violent, vulgaire. Et c'est un film qui nous fait pas du tout aimer les hommes. Et quand bien même on voudrait y trouver, je ne sais pas, un côté genre bestial qui sous-entendrait qu'on sera retourné à l'état sauvage. Ouais, c'est ça, à l'état sauvage. Bah, pas du tout, en fait. Et je pense qu'en fait, on n'est pas tombé dans un état sauvage, mais dans un état juste d'animosité envers notre voisin, envers nos proches, même. J'en veux pour témoin la dernière scénette où c'est un mariage. D'ailleurs, enfin, scénette sketch. Et justement, où dans cette séquence, donc, où là, je commençais vraiment à en avoir marre, presque, je commençais à me cacher les yeux, tellement j'en pouvais plus. Il y avait une petite lueur d'espoir à 2 moments quand donc la mariée monte sur le toit et qu'elle s'entretient avec un cuisinier, où ils ont un discours justement assez touchant pour une fois, enfin même qui fait un peu réfléchir, un peu poétique. Ah, et puis la scène, pardon. Et la scène est horrible, fini dans le vulgaire le plus total. Quoi, oui, et c'était le sexe, le vomi. C'était un véritable malaise. C'était un véritable malaise. Et tout est tourné dans le vulgaire, tout finit dans le vulgaire. C'est assez incroyable. Ah, mais ce qui est assez étonnant en plus, c'est que ça se peut révélateur d'une certaine animalité, d'une certaine bestialité, comme tu dis, mais au final, moi j'ai surtout vu quelque chose de révélateur, c'est qu'on est dans une société avec des troubles mentaux complètement incroyables, quoi. Je veux dire, c'est un film totalement névrotique. Je veux dire, moi ça m'inquiète vraiment sur comment les gens perçoivent notre société et comment les gens se perçoivent. Enfin, comment le réalisateur perçoit notre société, en fait. Ouais. Parce que si lui se mettait à la place de ses personnages, ou si du moins on peut l'identifier à ce rapport-là, ou en tout cas c'est ce qu'il pense de notre société, lui réagit comme un gros violent, sadique. Le mec n'a pas d'humanité, en fait. Parce que je comprends pas. Tous ces personnages sont soit dangereux, soit ont un gros trouble psychiatrique et émotif. Enfin, Il a fait d'autres choses, ce gars, ou... C'est son 2e film, et il me semble, si je ne me trompe pas, que Les Nouveaux Sauvages, c'était sous forme d'une série au préalable qui marchait plutôt bien en Argentine, et qui apparemment a dérivé un peu dans le style long métrage ou film à sketch. Stan, sur le film. Dès le début, je trouve que c'est lourd. Le film à sketch, c'est quelque chose que peu de réalisateurs maîtrisent. Et là, dès le début, il met les pieds dans le plat. Alors, je te coupe juste parce que pour ma part, j'ai trouvé aussi le film très moyen. Justement, le début, moi j'ai apprécier le sketch introductif entre guillemets, qui est le plus court, hein, et pour vous rappeler aux auditeurs, c'est un film dont du 1er au 6e la longueur des courts-métrages se rallonge, en fait, tout simplement, hein. On passe d'un court-métrage de 2-3 minutes au début à le dernier dure près d'un quart d'heure, 20 minutes. Je trouvais que s'il y avait une bonne réussite, ce serait le premier court-métrage, justement parce que je pense qu'il est très court et que la chute tombe à pic. Et moi j'ai beaucoup aimé le générique, et après ça tombe. Ah oui, le générique est chouette aussi. Le générique est sympa, hein, vraiment. Ça fait un peu National Geographic Channel avec personnalisation de la société avec les animaux, mais enfin voilà. Vas-y. Après, c'est une histoire de goût. Moi, je sais que son humour, sa vision pessimiste de l'humanité, surtout la façon dont il s'acharne
Ça n'a pas de sens et visiblement en plus il poursuit ce qu'il a fait dans une série. D'après les cahiers du cinéma, ils disent à peu près la même chose que toi. Visiblement ça n'avait pas trop mal marché en Argentine, donc du coup on lui a permis de faire ce film. Mais on n'est pas du tout accroché quoi. Et je pense que tu as trouvé les bons mots. En fait, je pense que c'est trop gratuit en fait ce qu'il fait. J'ai l'impression que on s'attend à ce que ça soit réfléchi et que on ait quelque chose qui pose des bases, qui nous fasse un peu prendre conscience, et au final c'est trop gratos. Il n'y a pas de réflexion sur notre société en fait au final. Enfin, moi je l'ai perçu comme ça quand il essaie de c'est juste une exposition comme ça de. Quand il essaie de critiquer par exemple l'argent ou je sais pas le rapport par exemple, je crois que c'est la 2e ou 3e séquence. Sur le système qui s'acharne contre. Voilà, il y a celle-là, mais il y a celle-là, mais du coup, je pense que la personne, donc l'homme qui veut récupérer sa voiture, se trompe complètement de cible en fait. Enfin, tu peux pas attaquer le simple vendeur qui est là, qui fait son taf, qui gagne 1 200 € par mois, ça n'a pas de sens. Ou je crois que c'est juste d'avant où c'est. On a un homme de la campagne et qui a une voiture un peu pourrie, machin, face à un homme, genre je sais pas, un billet en costard avec une belle voiture, tout ça, et les deux s'affrontent, genre rapport de la société, les hommes de la campagne, les hommes de la ville et tout ça, sauf qu'ils s'entretuent au lieu de se réunir et je ne sais pas, d'attaquer, je sais pas, la finance, la politique, j'en sais rien, tu vois, qu'ils aient quelque chose de noble au fond, et non, ils s'entretuent, quoi. Et j'ai trouvé ça très triste. Thibaut, sur Les Nouveaux Sauvages. Bah écoute, franchement j'ai pas l'habitude d'être méchant avec les films, j'essaie de toujours trouver quelque chose de positif, mais là il s'est passé quelque chose, ce que je pensais qu'il m'arriverait jamais dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai quitté la salle du cinéma avant la fin du film. Avant le dernier sketch, enfin au milieu de l'avant-dernier, d'après ce que j'ai compris. Et on aurait dû faire comme toi. Voilà, peut-être. Et en fait, bah écoute, j'avais l'impression que la toile me vomissait dessus, en fait, que c'était une insulte au cinéma, une insulte à l'humanité, une insulte aux animaux, et que voilà, c'est juste un film qui est dégueulasse. Voilà, c'est comme si le réalisateur était allé aux toilettes et nous avait présenté le résultat. C'est catastrophique. C'est dégueulasse même, enfin j'ai même trop envie d'en parler là, j'ai vraiment envie d'oublier ce film. J'ai rarement des déceptions comme ça au cinéma parce que souvent un film que j'aime pas, je trouve qu'au moins il m'apporte quelque chose. Là ce film ne m'apporte rien à part du dégoût quoi, donc voilà, j'en parle plus. Moi il y a juste le dernier plan du film qui représente à peu près l'embryon de ce que j'attendais de ce film. Bien sûr, hein, je dis pas que c'est révélateur du talent de Damien Zifrón, mais je trouve que le dernier plan est assez intéressant et c'est peut-être ce qu'on pouvait attendre de lui, ce qu'il ne fait pas hélas pendant près de 1h40 quoi. Il me semble que c'est durant bien 1h45 et je trouve ça un peu dommage quoi. Si on te torture pendant 2 heures pour qu'au final voir le dernier plan, je préférais sortir. Juste je voulais rajouter ce que tu parlais qui nous vomit dessus tout ça, on a une très belle illustration de ça quand un homme fait caca à l'écran et urine aussi sur une voiture. Oui, mais comme la caméra est dessous, moi j'ai vu que ça comme si on m'urinait dessus, c'est toujours très sympa. Mais c'est ça, ouais, non mais c'est exactement ça, hein. C'est vraiment une horreur ce film. Ouais. C'est vraiment mais pas du tout à conseiller et que personne n'ait eu le voir. Je suis choqué qu'il soit à Cannes, mais comment des gens ont pu sélectionner ce film là au Festival de Cannes? C'est pareil, on insulte le Festival de Cannes avec ça, c'est n'importe quoi. Et c'est pas drôle. Enfin, moi, au début, j'ai eu un petit sourire parce que genre il y a un quiproquo dans la première séquence qui est assez amusant, mais sinon après je n'ai pas rigolé. Et dans la salle, les gens ne riaient pas trop, ou à la fin ils riaient un peu de gêne. Enfin, je sentais un peu de gêne. Moi, j'ai eu 5 ou 6 personnes qui ont quitté la salle avant moi. Ce qui est bizarre parce que nous on l'a vu en avant-première à l'Opéra Berlioz, donc salle quasi comble, hein, et ça avait l'air de plutôt marcher quoi au niveau humour. Et j'ai eu l'impression en plus ce que cherchait Damien Zifrón, c'était une sorte de rire un peu gras quoi, se moquer de nous-mêmes mais via des choses dont on se dit pas capable de faire, alors que j'ai presque l'impression vous avez l'impression qu'on vous a vomi dessus. Voilà, on pourrait presque parler d'insulte aux spectateurs. Je sais pas si j'irai jusque là parce que même si insulte aux spectateurs, insulte au cinéma, insulte à son propre art, c'est quand même grave de pratiquer un art qu'on insulte comme ça. C'est assez choquant. Ouais. Et j'avais écouté d'ailleurs une interview et je crois que c'était un journaliste des Inrecuptibles qui parlait du fait que de toute façon ce film masqué, de toute façon c'est pas nouveau, notamment sur la société. Il y avait déjà eu Les Nouveaux Monstres en 1978, un film italien qui abordait à peu près les mêmes thématiques sur le changement de la société et voilà.
en quoi la société devenait monstrueuse. Donc en plus de ça, c'est même pas nouveau quoi, ce projet. Ce qui est surprenant, c'est qu'en plus c'est un film qui pour le rappeler, a été produit par les deux frères Almodovar. Je sais pas pourquoi ils se sont embarqués dans ce projet quoi. Moi ça m'étonne pas. Ouais. Il y a un film italien qui s'appelle Les Nouveaux Monstres, quasiment le même titre, qui est sorti il y a 40 ans avec le même sujet quoi. C'est ce que oui. D'accord, ok. Non, mais après, tu vois, il y a différentes façons de montrer l'horreur. Enfin, l'horreur, pas le cinéma d'horreur, mais l'horreur à l'écran. Parce que après, il y a des films où effectivement il y a de la merde aussi et tout. Les 120 jours des Sodomes de Pasolini, à part que juste, c'est un film d'artiste. Alors que là, lui, il n'y a aucune réflexion, il y a rien, quoi. C'est juste une insulte permanente. Il se base sur rien, c'est gratuit, on détruit l'humanité comme ça, alors que les gens au final ne sont pas du tout comme ça. C'est fait de manière pas du tout intelligente, c'est grave. Donc Lucas, rapidement... j'ai trouvé que la photographie était pas trop mal quand même, je tiens à le noter, et c'était assez joli. Il y a quelques faits de réalisation qui sortent un peu de l'ordinaire, mais c'est vrai que... Il y a des travelling assez jolis et tout, mais bon, ça fait pas un film quoi. Ouais. Mais non, sinon, voilà, comme t'as dit, il y a des films qui parlent très bien de la vulgarité ou de l'obscène et tout ça, genre Spring Breakers le faisait très bien, ou j'en avais un autre en tête, mais je l'ai oublié, enfin bref, c'est pas grave. La plupart des comédies italiennes des années 70, 80. Même Killer Joe le faisait, enfin il y avait des scènes assez terribles dans ce film de Friedkin et voilà, non là c'est. Ou Lars von Trier, enfin. Ouais, ou Lars von Trier, enfin bon, il y en a plein quoi. Stan. Ce film, on en parlera à nouveau dans notre flop, je pense. Ouais. Thibaut, flop aussi. Bah écoute, il nous vomit dessus, donc moi j'ai envie de vomir sur la pellicule quoi. Voilà, et pour ma part, même si j'ai trouvé le début assez convenable et quelques faits de réalisation aussi assez louables, ça suffit pas pour faire un film et le tout reste assez moyen quoi. Donc voilà pour Les Nouveaux Sauvages donc, et on va tout de suite passer à The Smell of Us dont on va entendre la bande-annonce. Ça va l'école ? Bah, c'est cool. Ouais. Il est beau, hein. Moi, je le trouve super beau. Le godasse, surtout. Moi, je trouve que les... sont belles, tes godasses. Enlève-les. Non. Toi, tu sais d'où vient tout le fric de Matt et JP ? Mais tu vois le délire. Tu vas tout... T'as un sacré fait pas maintenant, tu vendrais même ta mère, hein? Sale pouilleux, va. Moi j'ai de la thune. Moi je suis entier. Ah, man. C'est la mec. Oh, mon petit quelle faim. Qu'est-ce que t'as foutu, putain? Putain de poison, mec. Irrésistible. Pourquoi tu crois que je fais tout ça? Et que pour le cash, mec. T'es très mignon. Viens plus près. Faut que ça s'arrête là. Voilà, The Smell of Us, le nouveau film de Larry Clark. Alors Larry Clark, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un spécialiste du cinéma indépendant américain, notamment qui a commencé sa carrière dans les années 90 et qui est connu donc notamment pour ses films assez crus en termes de thématiques et en termes de réalisation. Quelqu'un qui aussi aime particulièrement le monde du skate et donc un peu underground comme ça. Pourquoi dans cette bande-annonce c'est en français? Alors tout simplement parce que Larry Clark a choisi de tourner à Paris puisque l'ensemble du film se passe quasiment au Palais de Tokyo, là où se réunissent les skaters pour multiplier les figures, sauf que cette jeune bande de skaters un peu marginale vivent grâce à la prostitution, grâce à la drogue, enfin voilà, on sait pas trop. En fait, c'est vraiment du Larry Clark, c'est-à-dire on suit une bande de jeunes qui sont un peu marginaux et qui ont d'ailleurs, comme dans tous les films de Larry Clark, hein, l'autorité parentale est au niveau 0, puisqu'on se demande que font les parents, quoi. Non mais voilà, et du coup, voilà, The Smell of Us, film événement
pour les cahiers du cinéma ce mois-ci. Donc voilà, pour moi c'est la totale incompréhension, mais on verra ça après. Jocelyn, dans le désert, quand il y a un truc qui passe au ralenti, c'est un événement aussi, il y a tellement rien. Donc Jocelyn, pour commencer, voilà. Bah écoutez, à mon avis, il va être carrément tranché. Enfin, pour moi, c'est un film répétitif, c'est un film... C'était ton premier film de Larry Clark, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est peut-être pas le mieux pour commencer. Oui, mais pour moi, il n'y a pas besoin de faire un truc de la filmographie dans l'ordre pour apprécier un film. Enfin, normalement, tu le prends comme ça. Et puis, bon. En l'occurrence, donc je disais répétitif, ça crée un ennui énorme. J'avais hâte que ça se termine. Et puis, mais un film malsain, mais comme j'en ai jamais vu, quoi. C'est-à-dire où vraiment, pourtant, bon, la violence visuelle me repousse pas spécialement. Si c'est bien utilisé, je suis pas spécialement contre. S'il y a un propos derrière, je suis pas spécialement contre. Mais là, c'est juste simplement dégoûtant. Ça vise à nous... Je sais même pas s'il y a un objectif, mais pour moi, c'est gratuit et c'est juste énervant et c'est, j'ai envie de dire, c'est rempli de vacuité, quoi. Bah, c'est ça le problème, hein, essentiellement, c'est que on a l'impression que c'est un peu creux, qu'on ne sait pas trop vers quoi essaie de nous mener Larry Clark, alors que d'habitude il a des thèmes appuyés et sur lesquels il arrive à apporter vraiment un propos. Et là, j'ai du mal à le retrouver. Lucas, sur The Smell of Us. C'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal à savoir où ils voulaient en venir, en fait, de voir tous ces jeunes au corps, enfin en tout cas je l'ai vu comme ça, qu'ils avaient tous un corps parfait en fait pour leur âge. Pas de... Surtout l'acteur quasi principal, là, Luca Ionesco, oui, voilà, qui est filmé comme une peinture de la Renaissance. Comme un Apollon, quoi. Enfin, je les voyais tous comme ça, en fait. Et je trouvais ça, bon, un peu facile et presque énervant de voir tous ces jeunes au corps parfait, fumer, boire, faire l'amour et faire la fête et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé un sens à ce film quand un des jeunes se fait l'escort boy avec une femme âgée. Et que on filme, enfin Larry Clark filme cette femme vraiment face caméra, nue, et alors qu'elle s'apprête à coucher avec le jeune homme, et elle lui dit qu'est-ce que ça te fait de voir ce corps détruit, en fait. Et là j'ai compris, en tout cas un des messages, je pense, du film, qui oppose justement ces corps jeunes et beaux d'Apollon à ces corps détruits et vieux, presque décharnés. Et on retrouve justement cette thématique à la fin où le héros retrouve sa mère, et on a l'actrice dont je me souviens pas du nom, mais qui joue la proviseure, je crois, dans Soda, qui a, donc je sais pas si vous voyez à quoi elle ressemble, elle est encore assez atypique, et là justement j'ai trouvé... La scène est assez choquante quand tu connais cette actrice que pour ça, que pour le rôle dans Soda. Quand tu vois ça, moi ça m'a effaré, quoi. En plus, elle est longue, cette scène, elle est longue, elle est dure, et elle prend aux tripes, et j'ai trouvé assez formidable l'utilisation qu'il fait de son corps, en fait, parce que c'est quelque chose qu'au final Puis elle a une voix particulière en plus, donc ça rajoute encore, quand elle est bourrée, là, complètement défoncée, tout, c'est cette espèce de voix qui est d'un autre siècle, on a l'impression. Et du coup, donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, justement, le rapport qu'il fait de ces corps-là. Et ce qui m'a aussi plu, c'est le personnage du jeune qui fait que filmer, en fait, qui filme tout. Et j'ai vu forcément un avatar de Larry Clark qui filme ces gens-là, surtout qu'on voit les images qu'il filme. Et ça m'a assez plu, justement. Ça permet à Larry Clark de répondre aux critiques qu'on lui adresse par rapport au fait qu'il filme des jeunes. Et tout ça, et son rapport à lui-même, du coup, et à l'image de ses films. Ça m'a assez plu, ça m'a interpellé. Mais à part tout ça, enfin, je sais pas, le film est long et j'ai retenu que ça, quoi. Donc, voilà. La démarche en termes de réalisation est intéressante dans le sens qu'en plus, on va peut-être expliciter un peu l'idée puisque c'était peut-être pas assez complet. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a des véritables incrustations d'images smartphone, en fait. Il y a un véritable mélange entre caméra de cinéma et caméra, comment on peut définir le cinéma? Non, mais caméra. Les caméras de portable. Polyvalente, c'est ce que Et du coup, c'est vrai que sur ce coup-là, t'as raison. On a de toute manière, Larry Clark, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réalisateur qui est souvent habitué à faire ses films un peu comme un documentaire, c'est-à-dire qu'il va faire une réalisation où il se met
quasiment caméra à l'épaule en mode spectateur et il filme une activité qui se... Jocelyn, tu voulais ajouter un point? Non, mais justement, alors dans ces images qui sortent, qui sont supposées être des images filmées par l'enfant, enfin par le jeune plutôt, il nous met des images qui sont un peu colorées, un peu pixelisées, je sais pas, tu vois ces images-là. Et il y avait un côté, je trouvais ça intéressant au départ parce que ça permet parfois en fait de mettre des scènes, par exemple qu'on peut pas mettre à l'écran ou quoi, il les met là-dedans pour pouvoir masquer une image. Je trouvais ça intéressant. Par contre, ça rend le film absolument laid. Donc je sais pas ce que t'en as pensé de ces trucs-là. Laid, genre esthétiquement, Enfin, c'est des images faites. Esthétiquement. Ça tombe presque dans le cinéma expérimental. Je sais pas, Stan. Mais il y a une esthétique qui peut parfois être intéressante. Après, pour moi, il y a quand même une bonne partie qui a été déjà vue. Et moi, ce que je sauverais du film, c'est des petites touches par-ci par-là, ou l'interprétation de Diane Ruxel dans le personnage de Marie. Ça, c'est le grand plus du film. Enfin, moi, c'est le seul intérêt pour moi du film, c'est ce personnage, qui est une vraie révélation. Donc, c'est sans dire que c'est le seul intérêt, c'est l'intérêt principal du film, parce que je connais pas les films de Larry Clark avant, mais là j'ai l'impression qu'il s'est perdu entre guillemets un peu dans un délire punk qui culmine théoriquement avec la scène de la voiture qui brûle, ou même l'appartement qui est totalement dévasté. Alors que, on n'a pas l'impression qu'il y a des raisons, et même dans l'interview des cahiers, il y a pas mal d'articles qui éclairent entre guillemets le film. Oui, on voit qu'il veut faire passer des messages, mais on voit finalement aussi est-ce qu'il s'est pas perdu dans, je sais pas, un fantasme d'un idéal de la jeunesse qu'il voulait représenter. Je ne sais quoi. J'ai trouvé ça un peu dérangeant parce qu'il y a un côté presque nous présenter la réalité, tu sais. Et je suis allé voir un peu des remarques faites à propos de ces anciens films. On disait que c'était beaucoup des films naturalistes, donc là aussi qui nous présentent quelque part les choses telles qu'elles sont. Là, excuse-moi, mais je vois pas où est le problème, c'est que la réalité, quoi. Moi j'ai vu Kids en 95 qui m'avait particulièrement marqué parce qu'il aborde le thème du sida de manière assez choquante, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que l'espèce de chute qui se crée dans le film, elle est terrible, et tu te poses après 1000 questions sur les risques du sida. Donc il y a un vrai fait de société, un vrai propos. Dans Ken Park, c'est à peu près la même situation, c'est un peu cette jeunesse abandonnée par les parents qui sont alcooliques, drogués. Donc le problème c'est ça, c'est qu'il reprend les mêmes thèmes de Ken Park fait il y a 12 ans, il les met à Paris avec des jeunes acteurs français. Et voilà, comme tu dis, ça manque de... Enfin, après, bien sûr, comme Lucas disait, il y a ce propos sur le contraste entre Larry Clark, ce mec un peu décharné, en plus, il a des rôles très spécifiques, en plus, il joue un clochard, enfin, vraiment, il se donne pas le bon rôle, et en même temps, il regarde cette jeunesse, le titre du générique, je sais pas si vous avez fait attention, d'ailleurs, c'est une reprise de Forever Young de Bob Dylan, donc c'est assez révélateur du thème. Le problème, c'est, on en parlait, même après la projection, c'est... Est-ce que cette espèce de trip là, avec l'âge et tout, ça commence pas à devenir extrêmement malsain, parce que en plus de ça, il y a apparemment Luca Ionesco, là, le jeune acteur quasi principal, on va dire, du film, avait l'air de dire qu'il y avait eu des maltraitances, des problèmes sur le tournage et tout. Est-ce que Larry Clark il serait pas en train de tomber dans une espèce de trip bizarre, parce que ça tend vers un trip qui presque pédophile qui l'avoue dans ce film, quoi. C'est vrai qu'après ce qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est que justement les images qui sont filmées avec les téléphones sont limite du voyeurisme par rapport à... Enfin, c'est souvent des scènes de sexe ou des corps nus. Pas spécialement explicite, quand même. Non, c'est pas explicite, sauf à certains moments. Comparé à des films comme Nymphomaniac ou La vie d'Adèle, je trouve qu'ils sont un peu moins hard. Tu nous diras après, Jocelyn. Enfin voilà, et du coup je sais plus ce que je vais dire. Le voyeurisme, tout ça. Et c'est vrai que quand vous parliez là, justement de ces premiers films, je me dis que peut-être que justement ces premiers films avaient de l'intérêt d'en parler dans les années 90, tout ça. Maintenant on est en 2014, est-ce que les jeunes sont tels qu'ils le représentent ? Enfin, je sais pas, je ne pourrais pas me permettre de dire voilà, les jeunes c'est ça. Ouais. Mais cette jeunesse-là, je sais pas, en fait, j'ai plus l'impression qu'ils voulaient faire des skaters new-yorkais des années 90 à Paris en 2014. Ouais. C'est vrai, et avec des smartphones. Avec des smartphones. Puis est-ce qu'il y a vraiment On parlait de Tokyo. Est-ce qu'il y a vraiment des gosses qui ont de bonnes familles de 12 ans
qui vont jusqu'à la prostitution, quoi. C'est vrai que c'est un peu ça, c'est qu'on dirait que c'est des gens normaux qui sont peut-être pas 12 ans, ils sont au lycée et qui ils s'emmerdent et du coup ils se disent bah venez les gars, on va faire escort boy, quoi. Ouais. Enfin, non, mais en plus... ils nous présentent pas ça comme une sorte de jeunesse perdue, quoi. C'est la jeunesse dorée qui s'emmerde, quoi. C'est ça le problème, c'est que dans Ken Park on avait cette espèce de banlieue un peu défavorisée avec des personnages totalement foutus socialement et donc là c'est peu compréhensible, mais là quand même on est à Paris, quoi. Je veux dire, qui peut se payer un loyer avec des apparts comme ils ont ouais, voilà, c'est ça. Enfin, Stan. Dans l'interview des Cahiers, il disait que lors d'une projection à Paris, un spectateur s'était levé et avait dit cette jeunesse-là n'existe pas. Clark, par rapport à ça, dit qu'il ne cherche pas une réalité, il est dans son fantasme et il y va jusqu'au bout, entre guillemets, c'est assumé. Même Heureusement si nous, on s'y assume. retrouve pas. Ouais. Ouais, en fait, je crois que c'est ça essentiellement, hein, c'est que il faut partager le trip de. C'est un film qui doit diviser extrêmement, c'est-à-dire que il y en a qui doivent juste prendre l'aspect artistique et même kiffer à la limite le trip de Larry Clark. Puis bon, je pense que nous on s'y est pas reconnu du tout, quoi. À part quelques séquences, des choses. Moi, je sais qu'il y a une séquence qui t'a particulièrement marqué, Jocelyn, et même toi, Lucas. Je sais pas si on peut en dire tout deux le monde, mots. je pense. Enfin... Bah, moi, ça m'a fait plutôt rire. Apparemment, ça a été plutôt le dégoût de votre côté. Donc, si on peut résumer, parce que c'est Larry Clark en plus, l'acteur, puisqu'il a deux rôles. Hein, il a ce rôle de clochard, ancienne rockstar. On ne sait pas ce qu'il fait, qui rampe au sol, qui se pisse dessus. Et puis il y a ce deuxième personnage qui paie le fétichiste des pieds. Fétichiste des pieds. Donc, je ne sais pas si on peut dire deux mots sur cette scène qui est assez marquante. C'est-à-dire c'est gênant parce que ça dure 5 minutes et c'est 5 minutes où on assiste à une sorte de vieillard qui est là qui lèche les pieds du personnage principal pendant 5 minutes comme je disais et tout en faisant du bruit et il y a quasiment pas de changement de cadre, de plan, enfin de la vision. Là on nous met la tête, on nous tient la tête comme si on était dans Orange Mécanique, on nous ouvre les yeux comme ça, on nous dit regarde cette merde que je te montre et honnêtement, enfin je veux dire tu peux le montrer à l'écran, ça me dérange pas, mais le faire aussi longuement et tout, ça m'a vraiment c'est la première fois que j'ai vraiment un sentiment d'écœurement au cinéma quand même, quoi. C'est-à-dire une réaction presque physique, quoi. Enfin bon bref. Voilà. C'était peut-être le but de Larry Clark. Hein. C'est quoi cette semaine, ces films qui sortent? Ouais, c'est vrai. Hein. Moi, je l'ai pas vu celui-là, mais bon, apparemment, ils ont choisi la semaine malsaine. C'est vrai, mais je m'étais dit que c'était un peu dans la même mouvance que deux films qui sont sortis récemment, c'est Jeune et Jolie et La Crème de la Crème, qui sont aussi dans ces thèmes-là de la jeunesse qui se prostitue. Ouais, mais La Crème de la Crème, c'est plus assumé, comment dire... C'est des petits salauds, quoi, on va dire. Des petits salauds opportunistes. Là, ils sont ni salauds ni opportunistes. Non, c'est vrai que c'est pas le même esprit, mais... Jeune et Jolie, ça existe, des étudiantes qui se prostituent aussi. Ça, c'est aussi un fait de société, ça c'est sûr. Mais ça m'a aussi un peu rappelé... Bon, en fait, ça a quasiment rien à voir là, maintenant que j'y pense. Mais genre à Spring Breakers, dans le fait que ce soit une bande de jeunes qui essaient de se découvrir et qui se cherchent, qui sont prêts à faire plein de conneries. Mais là où, je pense que les deux tombent dans le vulgaire. Spring Breakers arrivait justement à rendre beau ce vulgaire et pas écœurant comme justement la scène des pieds. Et voilà, mais malgré tout, moi il m'a semblé que... À la limite, dans Spring Breakers, il y a une recherche de quelque chose, vraiment, et il y a un but à la fin de cette aventure. Oui. Là, il le dit clairement, on l'entend dans la bande-annonce, si je fais ça, c'est pour le fric. Le mec en a rien à foutre, en fait, de... Ouais, mais d'ailleurs, les personnages sont assez antipathiques, en fait. Ouais. Et peut-être la différence avec Jeune et Jolie, c'est que justement, on a une certaine... moi, je sais pas, j'avais une certaine empathie pour cette fille-là qui est un peu perdue et tout, et qui fait ça, tu sais... Bon, elle sait pas vraiment pourquoi, mais là, ces gens-là, dans ce film-là de Larry Clark... très vite on les aime pas, quoi. Enfin... Surtout, désolé, mais surtout qu'ils font ça pour le fric, mais qui viennent de familles aisées. Donc les moments où on voit des parents, on voit qu'ils ont de l'argent. Donc et je viens de me rendre compte, en fait, là, en discutant, que peut-être ce qui fait que Diane Rouxel, la jeune actrice, est peut-être le personnage qui sort, c'est que tout simplement c'est la seule et unique fille de la bande en permanence. Et il y a une scène terrible où il y a deux skateurs, entre celui qui se prostitue et l'autre qui apprend qu'il se prostitue, qui lui dit ouais, mais c'est dégueulasse ce que tu fais, moi j'ai mon honneur, et l'autre lui dit, mais un autre vient le défendre et dit ouais, mais lui il fait ça, mais au moins il emmerde pas le monde, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que la fille elle se détache un peu de ça, c'est-à-dire elle prend son sac et on la voit s'en aller
aller, je crois qu'elle va à un récital de violon, quelque chose comme ça. Enfin, elle va un défilé. Un défilé de mode, voilà. C'est un défilé privé. Voilà. Donc elle a de l'argent. Un truc. Mais alors, je pense que c'est ça, moi, qui peut-être l'image assez belle du film pour moi, c'est ça, c'est ces deux séquences là associées. J'ai trouvé ça assez beau, cette fille qui se dit mais au final j'ai pas grand chose à voir avec ces gens-là, et même s'il y a la séquence un peu finale là, côté punk dont on a parlé, elle reste un peu rebelle au fond d'elle, mais on n'a pas l'impression que c'est le même monde en fait. Oui, puis c'est la seule aussi qui va aller chercher, qui va essayer de les sortir de cette situation-là, qui va envoyer un message aux parents, etc. pour prévenir. C'est la seule qui a l'air un peu d'avoir une conscience quelque part dans ce film, quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'apprécie, quoi. Mais même sur le tournage, entre guillemets, les autres ils sont juste partis du tournage. Elle a essayé de résister au réalisateur jusqu'au bout. Il y a eu pas mal de conflits comme c'est décrit, on peut dire assez en détail, et de différents points de vue, puisque les cahiers ont pris aussi bien le réalisateur que les acteurs, que les acteurs, et je crois que certains techniciens aussi. Donc voilà, bon, The Smell of Us, on va en un mot si on peut résumer. Plus jamais. Ça fait 2 mots, désolé. Faut aimer les pieds. non mais si, il y a quelques trucs intéressants quand même, et puis préparez-vous, quoi. Stan. Décevant, je pense qu'il vaut mieux voir des films que Larry Clark a fait avant. Ouais. Mais décevant, c'est vraiment ça, parce que quand on voit l'affiche, on voit c'est vraiment une très belle affiche, je trouve, quoi. Le titre est bien, et la police, tout ça, c'est la vraiment réalisation beau. en elle-même, il y a un montage particulier. Enfin, je sais pas. L'utilisation de la musique aussi. Ouais, voilà, la musique, le montage, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais moi, ce qui m'a, bon, voilà, ça peut être un peu mon mot de conclusion, mais ça restera le manque de propos, quoi, derrière. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui a toujours réussi à éveiller d'une certaine manière les consciences avec son propos, et là j'ai l'impression que c'est plus un gros trip artistique comme psychologique entre guillemets, et je pense que voilà, c'est un film qui va diviser. C'est soit on adhère à son trip et sans honte et sans foi ni loi, j'ai presque envie de dire, et soit on s'y reconnaît pas, et je pense que ça a été notre cas tous les quatre, on s'y est pas du tout reconnu, et moi j'ai trouvé ça extrêmement décevant comparé à ce que pouvait faire Larry Clark il y a quelques années. Voilà. Donc voilà pour The Smell of Us, donc, et on va écouter la bande-annonce de Wild, le dernier film de Jean-Marc Vallée. If your nerve deny you, go above your nerve. Emily Dickinson and Cheryl Strayed. Oh my God. What have I done? I'm sorry you have to walk 1,000 miles just to... Finish that sentence. Why do I have to walk 1,000 miles? Happy trail, Cheryl. Turn away from the sound of your own voice. You get lonely. I'm lonelier in my real life than I am out here. Follow the avalanche. Must have been some breakup, huh? Breakup is sort of a shorthand. How much do I love you? I miss you. God, I miss you. My mother was the love of my life. You're using heroin, and you're having sex with anyone who asks. Did you ever think about quitting? Only once every 2 minutes or so. Well, I've quit a bunch of stuff. Quit jobs, quit marriages. You regret any of them? I didn't have a choice. There's never been a time when there was a fork in my road. Here are some questions I've been asking myself. What if I forgive myself? What if I was sorry? But if I could go back in time, I wouldn't do a single thing differently. What if all those things I did were the things that got me here? Donc voilà, Wild, le nouveau film de Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée qui arrive assez rapidement avec un nouveau film, puisque pour ceux qui ne sauraient pas, Jean-Marc Vallée, c'est celui qui a réalisé Dallas Buyers Club, primé aux Oscars l'an dernier aussi, film avec Matthew McConaughey. Il revient cette fois-ci avec Reese Witherspoon, un film un peu plus indé, puisque c'est Fox Searchlight, une sorte de
de studio secondaire de 20th Century Fox, donc peut-être quelque chose avec un budget un peu moindre. Je me suis pas trop renseigné dessus, donc voilà. Que vaut ce film ? Alors pour résumer rapidement le synopsis, c'est une femme qui après avoir multiples addictions et un problème avec son couple, décide de tourner le dos à son passé et de se lancer dans un périple solitaire de 1700 km à pied à travers la nature, tout simplement. Je pense que moi j'ai pas vu le film, donc je vais laisser la parole rapidement à Jocelyn, mais je pense avoir assez bien résumé le synopsis. C'est ça, donc en gros elle décide de faire, donc pourquoi 1700 km en fait en anglais c'est 1000 miles, donc c'est cette distance-là, c'est la distance qu'il y a pour parcourir le Pacific Coast Trail, donc c'est une sorte de circuit qui est prédéfini avec des étapes, etc., que font certains trekkers aux États-Unis pour le sport, quoi. Et donc c'est une des premières femmes à l'avoir fait, je crois. Et alors il faut savoir, donc c'est tiré d'une histoire vraie, c'est ça ce que je voulais dire. Plus exactement, c'est tiré d'un livre en fait qu'elle a écrit. Que Cheryl Strayed a écrit en 95 suite donc à cette expérience-là qu'elle a fait. Et alors c'est à cause de la drogue, c'est à cause aussi de l'échec de son couple, tu l'as dit, mais c'est surtout à cause du décès de sa mère en fait. Qui ont résulté dans son addiction, etc. Donc moi j'étais assez intéressé par ce film pour plusieurs raisons, pour l'actrice, pour le sujet, mais aussi pour Jean-Marc Vallée. Donc il revient, ça fait juste un an qu'il a sorti Dallas Buyers Club, là il revient déjà, et il m'a semblé voir sur internet que il avait déjà presque fini son prochain film qui s'appelle Demolition, qui pourrait sortir en 2015. Donc voilà. Wild est sorti en 2014 dans certains pays. Et vraiment j'ai bien aimé ce film, c'était vraiment très sympa, mais par contre c'est pas j'ai trouvé qu'on n'était pas non plus dans le Into the Wild, quoi. Ouais, voilà, moi c'est ça. Alors je voulais te poser la question, moi c'est ça qui a fait que je n'y suis pas allé. Quand j'ai vu la bande-annonce, l'espèce de trek solitaire adapté d'une histoire vraie, tout ça, je me suis dit est-ce que c'est pas un peu un Into the Wild de seconde zone, donc c'est ça qui m'a un peu réfréné. En plus Reese Witherspoon, c'est pas spécialement le genre d'actrice charismatique qui va m'amener à aller vers un film, donc ça c'est pas ressenti cet effet un peu Into the Wild. Non, parce que tu peux me contredire, mais moi j'avais trouvé il y a un aspect un peu contemplatif dans Into the Wild qui est pas présent dans celui-là, parce que on est beaucoup plus dans un film psychologique en fait, où on va revenir en fait la moitié du film en réalité se passe pas dans la nature, ça se passe dans la vie de la femme avant cette expérience-là. Il y a une alternance entre les souvenirs et voilà, il y a des flashbacks, et d'ailleurs j'ai trouvé que ces flashbacks étaient vraiment extrêmement bien construits, et ça rejoint un autre aspect, c'est que la réalisation est excellente, vraiment je trouvais très propre, et en tout cas ça m'a plu. Au niveau des flashbacks, il y a une intelligence, vraiment une fluidité presque dans les plans qui sont très agréables à voir, et qui rejoignent aussi la fluidité que permet la musique. Je crois qu'on va écouter un morceau après, donc vous aurez un peu cette ambiance sonore du film qui est très agréable. Pour ce qui est des acteurs, après on n'a pas de grosses têtes. On a donc Reese Witherspoon, mais globalement après derrière c'est très c'est sans visage, quoi. Donc ça permet une immersion un peu plus dans le côté comment dire, réaliste, c'est-à-dire tiré d'une histoire vraie, etc. Le fait de pas puis dans le sens qu'on a un personnage principal qui est peut-être face à des souvenirs un peu troubles et tout, et le fait de pas mettre un nom sur un visage, ça donne aussi peut-être ce côté au spectateur de connaître la vie, mais sans se plonger dans le détail précis, quoi. Ouais. Moi je te dis, je pense que c'était une bonne idée de pas mettre de visage connu, quoi. Et après j'ai trouvé que c'était peut-être un poil répétitif, parce que bon, c'est voilà, day one, j'ai fait 8 km, day 2, etc., etc. Et on suit le cheminement, et bon, à aucun moment il y a vraiment de moment de remise en cause de l'histoire, on se dit, on pense jamais qu'elle va arrêter de faire ses 1600 km, on sait qu'elle va aller jusqu'au bout, donc c'est bon, on n'attend rien vraiment, et en fait la découverte du film se fait qu'en fait il y a deux histoires parallèles, il y a la marche, et puis en parallèle on nous explique ce qui s'est passé avant, donc,
Et c'est une sorte d'introspection, un voyage initiatique. Et c'est ça, c'est pour ça que je trouvais que le rapprochement avec Into the Wild, je peux comprendre que tu l'aies fait parce que je l'ai fait aussi de toute façon avant de le voir le film. Et puis ça a été le film marquant de la personne qui veut se couper de la société parce que il a une vie qui lui correspond pas, donc c'est peut-être pour ça aussi niveau des thématiques. C'est ça, mais il y a Wild dans Into the Wild. Oui, c'est ça, mais c'est le titre, hein, mais de toute façon, il y a des plans parfois qui font penser, hein, enfin voilà, mais donc, comme je te disais, c'était un film plus psychologique finalement qu'autre chose et assez intelligent. Donc un film que tu conseilles pour cette semaine. Ça a l'air d'être apparemment celui que tu as préféré de tous ceux qu'on a abordés. Donc voilà. C'est pas non plus le coup de cœur du moment pour moi, mais c'est quand même un film sympa à voir, quoi. Un bon divertissement. Plus que ça, c'est pas un divertissement parce que vous n'y allez pas pour rigoler non plus ou pour voilà, mais c'est un beau film, quoi. C'est un beau film, voilà. Ok, donc voilà pour Wild. On va faire un petit récapitulatif sur ces débats. Donc on a les souvenirs de Jean-Paul Rouve, donc un film sympathique, on va dire. Léger, sympathique, ouais. Voilà. Et puis bon, moi pour ma part un téléfilm, donc moi celui-là je vous le recommande pas, mais mes deux acolytes vous le recommandent. On est assez unanime sur Les Nouveaux Sauvages, qu'on trouve assez vulgaire, sans fond, voilà, anxiogène. Oui, voilà. No comment. Donc voilà, Les Nouveaux Sauvages qu'on ne vous conseille pas. The Smell of Us, alors là aussi, allez-y avec une ouverture d'esprit et le cœur bien accroché, je pense, parce que en plus, si vous avez jamais vu un film de Larry Clark, ça risque de surprendre tant au niveau du montage que je pense que en fait c'est un vrai film d'auteur entre guillemets, c'est-à-dire que ça, oui. il s'est créé son propre film, quoi. J'ai l'impression qu'il s'est même fait le film pour lui-même, donc voilà, c'est soit peut-être surtout qu'il se met en scène. Oui, soit vous allez adhérer totalement à The Smell of Us, soit vous allez y passer totalement à côté. Nous ça a été plutôt notre cas, sauf pour Diane Rouxel, donc là ça a été un peu la découverte, on espère la revoir prochainement. Et on a donc Wild, le nouveau film de Jean-Marc Vallée, conseillé par Jocelyn. Donc voilà pour ces 4 films au sommaire de cette semaine, et on va donc terminer l'émission avec la rubrique conseil. Alors soit vous écoutez mes conseils, soit vous vous barrez tout de suite. C'est un très mauvais marché. Non, on devrait au moins l'écouter. Pour les conseils de la semaine, on va vous parler du 18e Festival chrétien qui aura lieu du 24 janvier au 5 février à Montpellier. Donc festival chrétien qui empêchera le Ciné-Club Jean Vigo de continuer ses projections, puisque certains films seront projetés au Centre Rabelais. Donc on aura donc du 24 au 5 février des projections de films comme 2001 l'Odyssée de l'espace, Brasil, Fahrenheit 451, Her, Mélancolia, Soleil vert. Donc voilà, des films, des classiques et même des films plus récents. Mais je pense que moi j'irais, je pense, rien que pour 2001 l'Odyssée de l'espace sur grand écran, quoi, pouvoir revivre ça. Ça serait, enfin, vivre ça, puisque j'ai vécu ça que sur petit écran, le voir sur une vraie pellicule, quoique même Mélancolia, même si je le connais assez bien, je pense que ça peut être aussi assez sympa sur grand écran. Fahrenheit. Ouais, Fahrenheit. Oui, à la limite, c'est moins spectaculaire, comment dire, que les deux derniers. C'est vrai que pour le plan final de Mélancolia sur grand écran, rien que ça, je paierais rien que pour les 5 dernières minutes du film. 2001 aussi, enfin 2001 sur grand écran, ça va être quelque chose. 2001 qui, oui. Donc voilà, je pense. Allez le voir à J'ai tout prix, quoi. Stan, t'avais l'air de dire que ce festival chrétien là, donc on en est à la 18e édition. Moi, j'avais jamais entendu parler. T'avais l'air de dire que là, cette année, en termes de sélection et de programmation, il s'était un peu surpassé, puisque ces dernières années ça avait été un peu décevant, non ? Bah concrètement, avec le cinéma qui prend un peu toute la place, les petits festivals essaient d'exister, donc le festival du cinéma chrétien a jamais eu une grande renommée, mais on entendait parler un peu par-ci par-là, ils mettaient des brochures à la fac. Là, 2001 l'Odyssée de l'espace sur grand écran, certes il est passé il y a quelques années avec la rétrospective Kubrick à la Cinémathèque, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis au niveau des autres aussi, je pense qu'en film grand public, chacun peut y trouver son compte.
Donc voilà, on rappelle donc festival chrétien du 24 janvier au 5 février à Montpellier. On peut trouver donc des infos sur internet, sur leur site et au niveau de la page Facebook du Ciné-Club Jean Vigo aussi. On va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On va simplement dire qu'il y a quelques films qui passent à la télévision de bien cette semaine, puisque là on a un peu de temps pour le faire. Le jeudi 22 janvier, on a Pulp Fiction, le film de Tarantino, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, qui passe sur NT1 à 20h50. Pour ses 20 ans. Comment ? C'est 20 ans. Oui. Le dimanche 25 janvier, donc voilà la soirée TF1 qui nous donne qui donne lieu à la projection de Inside Man de Spike Lee, moi un film que j'avais particulièrement apprécié et que je conseille vraiment. Spike Lee c'est un peu le Joel Schumacher aussi, c'est un bon film de naze, donc voilà, là c'est la bonne pioche, Inside Man. Il y a aussi Match Point sur Arte, pareil ce dimanche soir, et Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki sur France 4. Et alors là encore ça aurait fait rire Guillaume s'il avait été là. Le lundi 26 janvier, on a Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, le film Maudit César, qui est diffusé sur Gulli à 20h50. Alors Gulli qui ont toujours des projections assez incroyables, hein. La dernière fois c'était Jeux Interdits, là on a Cyrano de Bergerac, donc voilà, toujours intéressant pour ceux qui bientôt The Smell of Us, il paraît. C'est génial qu'ils fassent ça. Ah ouais, ça va. C'est vrai, ça apporte de la culture. Je sais pas s'ils auront beaucoup de jeunes spectateurs devant ce film, mais en tout cas, c'est toujours bien de diffuser ce film qui est pas passé depuis un bon moment, il me semble, à la télévision. C'est peut-être le plus grand film de Gérard Depardieu, de toute façon il faut le voir. Il avait eu un César d'ailleurs, meilleur acteur. Oui, il devait avoir l'Oscar, et aux États-Unis il y a eu une affaire qui a fait qu'il l'a pas eu, parce que les Américains l'ont inventé. Mais sinon il aurait dû avoir l'Oscar, il le méritait. Donc voilà pour le programme télé. On avait Lucas qui voulait passer un petit coup de gueule. Alors oui. Il vient de me prévenir à l'instant. C'est une surprise. Je ne sais pas j'ai peur. Parce que je voulais en parler tout à l'heure, mais j'ai oublié parce qu'on parlait donc de... comment il s'appelle ce film, le film argentin là, Les Nouveaux Sauvages. Les Nouveaux Sauvages, voilà. Donc 1h40, 1h45 de film ignoble. Et à la fin, sur le générique, alors peut-être que moi je l'ai eu, pas vous, mais il y a en tout cas Thibaut, tu ne l'as pas eu. Non, moi je ne l'ai pas vu. Donc voilà, tu étais pas là. J'ai été épargné. Nous on est sortis de la salle aussi assez rapidement dès que le film est fini. Il y a une bannière qui apparaît sur le générique de fin. Donc je sais pas, vous l'avez pas vu du coup, une bannière qui apparaît en bas à gauche, par-dessus le générique. De la Warner qui nous invite à, si on a aimé le film, bon ça c'est assez comique, mais donc une bannière de la Warner qui nous invite, si on a aimé le film, à retweeter avec un hashtag, et comme ça on peut faire gagner des places à nos amis. J'ai trouvé ça horrible d'incruster ça par-dessus le générique. On peut pas lire le générique. Les gens qui ont fait le film, tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez inviter vos amis à voir ce film, c'est génial. La Warner vous offre des places. Je trouvais que c'était un manque de respect total aux gens qui avaient fait le film. C'est parce qu'ils cherchent des spectateurs, c'est pour ça. Ouais, non mais d'accord, mais enfin oui, mais c'est incroyable quoi. Et genre avec un hashtag et tout, enfin. On est au cinéma, quoi, s'il vous plaît. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui va se populariser. Peut-être que voilà, des hashtags, des fenêtres qui vont popper comme ça sur votre écran bientôt, on sait pas. Ça arrivera, je pense que ça arrivera pas sur les films, enfin sur les vrais films, je pense. T'arrives au milieu d'un film, vous voulez gagner de l'argent rapidement, c'est ces fameuses publicités qui te bousillent ton site internet quand tu consultes. Et donc voilà, c'était le coup de gueule de Lucas, assez légitime. Je sais pas s'il y en a autour de la table qui ont des conseils pour cette semaine. Ou Argenté peut-être, vendredi, en présence d'un des réalisateurs au Diagonal. Il y a une avant-première, c'est ça ? C'est quoi ? C'est Hop, le film ? C'est au Argenté. Ah bon, moi j'ai vu Hop. Un film il y en a peut-être deux où je me plante peut-être 2 semaines. Tu dois mieux savoir parce que je sais que tu épluches assez régulièrement le programme du Diagonal, donc au Argenté, si tu peux rappeler la date et l'heure. C'est le 23 le soir, je sais plus l'heure là de mémoire. Ça doit être 20h la plupart les du Cahiers temps. en ont fait un bon article, c'est sur le conflit syrien avec une jeune réalisatrice qui a été est-ce qu'on peut appeler ça reportrice de guerre sur place. Elle n'a pas d'expérience ou de formation pour ça, mais elle a été sur le terrain parce que c'est son pays qui est touché, et a priori il y a quelques moments qui sont assez forts. Thibaut ? Ouais, c'est pas à Montpellier, c'est à Nîmes. C'est fin janvier, début février, il y a le festival de la biographie, et il y a toujours 1 ou 2 acteurs ou réalisateurs. Il y a toujours des personnalités toujours des personnalités qui viennent. Donc il y en a du cinéma aussi, et c'est intéressant. Voilà, sinon on en a parlé aussi la semaine dernière, mais je le conseille aussi parce qu'il est disponible sur internet, c'est The Interview, et vraiment une comédie énorme, il faut le télécharger à tout prix.
Donc voilà pour les conseils de la semaine. Moi je voulais rajouter un truc mais je me rappelle plus, donc tant pis. Ah oui, si, bien sûr, puisque aujourd'hui sort un des films que j'attendais le plus, donc Foxcatcher de Bennett Miller, donc dont on parlera la semaine prochaine, hein. On compte sur vous à 20h comme tous les mercredis, et on parlera de Foxcatcher. J'espère ne pas être déçu et pouvoir dire du bien de ce film, et apparemment la critique est assez unanime à ce niveau-là. En tout cas voilà pour les films, là, ça a été une semaine un peu plus mouvementée, j'ai envie de dire. En tout cas merci d'avoir porté ce fardeau, non on exagère peut-être un peu, mais en tout cas d'avoir vu ces films et d'en avoir parlé ici. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine à 20h. On va se quitter avec El Condor Pasa de Simon & Garfunkel, une chanson qu'on entend, qui revient assez régulièrement dans le film Wild, c'est ça ? Le film se termine sur ça, et c'est une musique assez importante dans le film. Voilà, donc voilà, en plus Simon & Garfunkel, c'est toujours sympa de réentendre ce duo. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, et puis je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.